Bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui est consacré à la prise en main de votre profil Orchid et donc intitulé Gérer son identité numérique de chercheur avec Orchid. Je m'appelle Mélanie Carly, je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Laurence et nous faisons partie toutes les deux de l'équipe SOAR de l'Université de Montpellier. Donc SOAR, c'est Sciences ouvertes et appui à la recherche de l'UM. Ce webinaire s'inscrit dans le cycle des webinaires dédiés à la science ouverte qui sont donnés par notre équipe ou des personnalités extérieures environ tous les 15 jours tout au long de l'année universitaire et qui sont consacrés à différents sujets autour de la science ouverte. Le webinaire d'aujourd'hui, c'est un peu particulier. Il fait partie d'un petit cycle de 3 webinaires et c'est le dernier d'une série de 3 justement, le premier était en théorique et vous expliquer pourquoi et comment gérer son identité numérique de chercheur. Le second était plus pratique, il y a 15 jours. Il était consacré à la création de l'idéal et du CVAL, qui permettent aux chercheurs de valoriser ces publications déposées dans HAL et de se les attribuer sans ambiguïté. Et donc, Laurence va vous envoyer le lien vers ces 2 enregistrements de webinaire via le chat. Et donc, nous allons aujourd'hui parler d'Orchid. Alors, la première partie sera un peu plus théorique. On va replacer Orchid dans le contexte de l'identité numérique du chercheur en général et voir comment Orchid est devenu vraiment l'identifiant pivot au niveau international pour les contributeurs de la recherche. On va faire un petit point de vocabulaire. On va voir comment fonctionne le système Orchid et quels sont ses avantages. Et on terminera par une démonstration pratique. Du coup, je vous montrerai à partir de mon profil comment créer, paramétrer et alimenter sa fiche Orchid et comment relier son profil Orchid à d'autres identifiants et bases de données liées aux activités de recherche de manière à alimenter notamment la rubrique travaux d'Orchid. Donc un petit point sur l'identité numérique du chercheur, donc rapidement puisqu'on y a consacré un webinaire il y a un mois. Donc, un rappel de la définition de l'identité numérique. On vous propose la définition d'Olivier Hertscheid, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Il dit que l'identité numérique peut être définie comme la collection des traces que nous laissons derrière nous, consciemment ou inconsciemment, au fil de nos navigations et le reflet de cet ensemble de traces tel qu'il apparaît remixé par les moteurs de recherche. Donc, avec la croissance exponentielle de la production scientifique et de la population des chercheurs au niveau mondial, il est en effet devenu crucial pour les chercheurs de rendre ces travaux visibles et accessibles sur le long terme, mais aussi de les promouvoir, de les diffuser et d'en mesurer l'impact. On parle de promote or vanish ou de impact or vanish, qui a progressivement remplacé l'injonction publish or perish. Donc le chercheur doit pouvoir être bien référencé avec des informations à jour, être joignable, identifiable sans ambiguïté, donner la possibilité à ses travaux d'être lus, d'être vus, commentés et cités. Et on le comprendra bien, à contrario, un manque de visibilité peut en effet affecter le chercheur et sa carrière, malgré une activité importante si ces publications sont mal référencées, mal affiliées ou peu accessibles, ou encore, et malheureusement ça peut arriver, et ça arrive souvent, si on le confond avec un homonyme. Donc la maîtrise de son identité numérique permet aussi de faire de la veille, de construire un réseau, ça passe par l'usage des réseaux sociaux, puisque, autant le préciser, Orchid n'est pas un réseau social, hein. Mais ça permet aussi finalement de se protéger au mieux des fraudes et notamment de ce qui concerne l'usurpation d'identité qui a tendance malheureusement à se développer ces dernières années. Et ça permet aussi finalement d'avoir une possibilité de recrutement facilité, d'avoir une meilleure employabilité puisqu'on va être plus visible sur le web. Alors, Orchid dont on va parler aujourd'hui s'inscrit vraiment dans une stratégie nationale, hein. On en parlait déjà lors de la parution du Plan national pour la science ouverte, le second plan paru en 2021, qui encourageait l'adoption d'Orchid sous l'angle la généralisation de l'identifiant Orchid pour les chercheurs consolidera leur identité numérique et la visibilité de leurs travaux.
Et cet identifiant apparaît aussi dans une stratégie nationale pilotée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est une stratégie d'alignement des PID, donc les identifiants persistants, euh, les identifiants utilisés au niveau national avec des standards d'identifiants à l'échelle internationale. On va retrouver ORCID, on va retrouver le ROR s'agissant des bailleurs de fonds, des organisations, des collectivités. Et on va retrouver, s'agissant des publications notamment et des jeux de données, le fameux DOI, donc qui va être produit par Crossref pour les publications et plutôt par DataSite pour les jeux de données. Et cette stratégie, si vous voulez en savoir plus, elle a fait l'objet d'un webinaire animé récemment par Véronique Stoll et Frédéric Delamotte dans le cadre des webinaires Sciences ouvertes de l'UM. Donc Laurence va vous envoyer le lien dans le chat. L'objectif de cette feuille de route, de cette stratégie nationale, c'est d'améliorer la visibilité et la traçabilité de la recherche, de faciliter la réutilisation des produits de la recherche, de favoriser l'intégrité scientifique, de soutenir les principes FAIR. Et on sait bien que les principes FAIR s'appuient de manière très concrète sur les PID. Et on va le voir, cette stratégie permet aussi de réduire les charges administratives et c'est un des avantages d'Orchid dont on va parler plus avant. Donc, qu'est-ce que c'est ORCID finalement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Open Researcher and Contributor Identifier. En fait, afin de proposer un identifiant national de chercheurs indépendants des sites de dépôt d'articles, des serveurs de préprint et des bases de données bibliographiques, ORCID a été lancé en 2012. C'est vraiment aujourd'hui l'identifiant qui se rapproche le plus d'un identifiant international de chercheurs, sachant qu'un identifiant unique international de chercheurs n'existe pas, et à la limite, tant mieux. Son objectif est donc de résoudre les confusions de noms d'auteurs dans les publications scientifiques via un registre d'identifiants unique et pérenne. Et à ce jour, en fait, environ 1500 organisations sont membres d'ORCID, des organismes de recherche, des éditeurs, des financeurs, des associations professionnelles et d'autres acteurs de l'écosystème de la recherche. On a à minima 27 pays représentés au sein de différents consortiums. On a en France le consortium ORCID France qui va regrouper, comme vous le voyez, 52 membres à ce jour, dont 32 universités. Et c'est un consortium qui est piloté par Couperin, donc le consortium qui est chargé de négocier la documentation électronique à l'échelle nationale, qui en est administrateur. Le coordinateur, c'est l'Agence de la bibliographie de l'enseignement supérieur, l'ABES. Et puis, on y voit aussi, évidemment, figurer les principaux organismes de recherche, le CNRS, le CIRAD, l'INRAE, etc. Et l'UM est membre de ce consortium. Un petit point de vocabulaire pour qu'on sache de quoi on parle. En fait, l'Orchid ID, vraiment, ça désigne ce numéro d'identification qui est assez long, hein, qui a 16 chiffres et parfois une lettre. On parle en anglais d'Orchid Record, mais qui désigne en français à la fois le compte Orchid, c'est-à-dire la manière dont on va s'authentifier sur Orchid, dont on s'est enregistré avec login, mot de passe, etc. Et puis la fiche Orchid, ça c'est le vocabulaire qui est demandé en fait à être utilisé. C'est la fiche Orchid désigne l'ensemble des données effectivement publiques ou privées associées au compte, que le chercheur a à renseigner sur Orchid. Et puis, enfin, ce registre Orchid, bah ça fait vraiment référence à toute la base de données d'Orchid qui regroupe l'ensemble des fiches Orchid. Et ce registre, il est interrogeable par différentes institutions, par différents acteurs, par le biais soit de l'API public ou de l'API membre si on est membre d'Orchid. Alors, pour comprendre un peu mieux le système Orchid, hein, en fait, Orchid ne cherche pas à se substituer à d'autres systèmes, à d'autres référentiels existants, mais bien à interagir avec eux. Et c'est cette large interopérabilité qui est un de ses principes fondateurs, hein. Sa mission est vraiment de faciliter la mise en relation de tous les produits de la recherche, quels qu'ils soient. On va voir la typologie des documents qu'on va pouvoir renseigner sur son profil Orchid est très, très, très large. Mais donc, on a aussi bien des articles, des livres, des données de recherche, des logiciels, des études cliniques, des brevets, des subventions de recherche. Et donc, vous voyez tous les acteurs qui sont associés finalement
Au système Orchid, on a les éditeurs, Elsevier, Springer, Wiley, on va pas tous les citer, ils sont de plus en plus nombreux. On a des bases de données bibliographiques commerciales comme Scopus d'Elsevier et le Web of Science de Clarivate Analytics. Donc ça, c'est des bases de données qui peuvent rentrer en interaction avec votre profil Orchid, on va le voir. On a des identifiants institutionnels comme IDREF, donc c'est l'identifiant finalement pivot au niveau national, hein, qui est développé par les bibliothécaires de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a des agences de financement qui peuvent interagir avec Orchid et qui demandent souvent effectivement la création de l'Orchid pour pouvoir bénéficier de financement. Et puis il y a d'autres entrepôts comme les données de recherche, enfin les entrepôts de données comme Zenodo, Recherche DataGouv, dans lequel l'UM a récemment ouvert son propre espace. Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est que ces interactions entre ces différents autres sites et bases de données, bah forcément, au fil du temps, elles vont être amenées à se multiplier, à s'enrichir et du coup, forcément, à optimiser le gain de temps pour le chercheur. Alors, on le disait, dans la philosophie d'Orchid, le chercheur est au cœur du système et du coup, c'est lui qui est entièrement maître de ce qu'il souhaite afficher ou non sur son profil. Ça, c'est important, c'est rassurant aussi. C'est lui qui crée son compte, qui fait le choix de l'alimenter, qui garde la maîtrise des informations qu'il veut y afficher. Il décide aussi, on le verra pour chaque élément de son compte, du niveau de diffusion, public, sur autorisation ou confidentiel. Il peut autoriser un tiers, que ce soit un organisme ou une personne physique, à intervenir sur son compte. Et puis, il peut révoquer ces autorisations à tout moment. Et à contrario, l'institution ne peut pas créer en masse pardon, des identifiants pour ses chercheurs sans leur intervention et ne peut pas non plus modifier en masse le profil de ces chercheurs sans leur autorisation. Donc ça, c'est très important et c'est rassurant. Et puis, les tiers de confiance là, qui vont pouvoir intervenir sur votre compte, évidemment, ce sera dans une certaine limite. Ils vont jamais pouvoir accéder à votre mot de passe, ils ne pourront jamais supprimer votre profil Orchid. Alors, vous le savez peut-être ou non, mais l'UM a lancé en 2026 une campagne de certification ORCID pour l'ensemble de ses enseignants-chercheurs, avec pour objectif d'encourager l'utilisation de cet identifiant auprès des enseignants-chercheurs qui n'en avaient pas encore, et pour ceux qui en avaient déjà un ou ceux qui sont amenés à s'en créer un, certifier l'appartenance à l'Université de Montpellier. Voilà, donc c'est passé par l'envoi d'un email à chaque enseignant-chercheur employé par l'UM avec un lien personnel de validation. Et en activant ce lien, le chercheur déclenche effectivement la certification des données employeurs par l'UM dans l'objectif d'améliorer la confiance des éditeurs et des financeurs envers ces profils et avec une mise à jour transparente pour le chercheur. Et puis, ça permet aussi pour l'institution un recensement plus complet des chercheurs et de leurs publications, une meilleure identification. Moi, c'est totalement un enjeu stratégique. Et puis, sachez aussi qu'on mène euh, à l'université de Montpellier, mais j'imagine que c'est la même chose dans d'autres universités, une stratégie d'alignement des identifiants des chercheurs de l'université de manière à garantir une meilleure identité numérique. Voilà, enfin, on ne vous a pas listé tous les avantages d'Orchid, mais parmi ces avantages, sachez que bah, déjà, Orchid ID s'adresse avant tout aux chercheurs, mais également plus largement finalement à tous les contributeurs de la recherche, puisqu'il n'est pas nécessaire d'avoir publié ou d'être quelqu'un de publiant pour se créer un profil Orchid. Ce profil, il va aussi vous suivre tout au long de votre carrière, quelles que soient vos affectations. Il est évidemment lié à un chercheur, quelle que soit la forme sous laquelle son nom apparaît dans ses différentes productions. Il permet d'accélérer certaines démarches, hein. Alors, juste pour exemple, on vous a trouvé la base Physionet, qui est un référentiel de données de la recherche médicale, géré par un labo du MIT. Et en fait, le fait de posséder un ORCID permet au personnel de Physionet de vérifier plus rapidement et facilement l'identité du candidat et ses antécédents de recherche, pardon,
pour l'autoriser à accéder à des données sensibles. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais de manière générale, ne serait-ce que pour la mise à jour de votre profil, Orchid vous fera gagner du temps. On l'a vu, il y a de grands nombres de bailleurs de fonds de la recherche qui exigent, parfois un ORCID pour vous attribuer finalement des financements. Et puis, l'ANR, par exemple, en France, a développé un portail HAL. Sur ce portail HAL, il est possible de retrouver toutes les publications financées, pour un auteur, finalement, en tapant son ORCID ID dans la barre de recherche. Et puis, il y a de nombreux formulaires qui sont remplis automatiquement, sur de certaines bases de données grâce à l'authentification via ORCID. Et puis, c'est évidemment, en fait, demandé par les éditeurs lorsque vous soumettez un article, ce qui va permettre finalement à ce que l'article apparaisse très rapidement sur votre profil, comme on va le voir tout à l'heure dans la partie pratique. Bref, vous l'aurez compris, ORCID devient incontournable, voire obligatoire dans les processus de production scientifique, que ce soit la soumission d'articles, la demande de financement, la réponse à un appel d'offres et à la saisie de données, de dossiers, pardon, d'évaluation, par exemple. Que peut afficher une fiche ORCID? Alors, les grandes rubriques qu'on va voir s'afficher finalement sur votre dossier ORCID, c'est l'emploi, la rubrique formation et qualification, adhésion et services, on va voir à quoi ça correspond, les financements que vous avez obtenus et évidemment vos différents travaux. Donc pour, se créer un compte ORCID, bah, rendez-vous tout simplement sur orchid.org. Vous pourrez, comme vous le voyez là en haut à droite de l'écran, choisir votre langue d'affichage de votre profil et vous pouvez aussi chercher dans le registre ORCID. Vous le voyez, sous l'encart, sous le cercle rouge, vous allez pouvoir chercher les profils d'autres personnes, et trouver en fait ce qui a été, finalement, paramétré comme public par, la personne qui a créé son profil ORCID. Très concrètement pour, la création du profil, nous ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser, du coup votre courriel institutionnel si vous le pouvez et puis ça ne vous empêche pas de, rentrer, vous voyez, une adresse mail supplémentaire qui vous permettra, si jamais vous changez, d'institution, de récupérer, votre ORCID et d'avoir, toujours la possibilité de s'y connecter. Voilà. Sachez aussi que quand vous allez créer un compte ORCID, il y a une suggestion de compte ressemblant qui vous sera faite, sur la base, des justement du nom et prénom que vous allez indiquer. Alors parfois il s'agit d'homonymes ou vraiment, bon juste de noms qui ressemblent. Parfois aussi ça va vous permettre de vous rendre compte que vous avez déjà un compte ORCID et que du coup, il n'est pas nécessaire d'en créer un nouveau, donc vous allez pouvoir rebasculer sur son compte. Donc faites attention finalement à cette étape de création de compte parce que c'est vrai que parfois on s'est déjà créé un compte et on a oublié, que c'était le cas parce que, c'était il y a longtemps et que parfois ça peut se faire très vite, pour, ne serait-ce que pour, soumettre son ORCID ID à un éditeur. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va basculer directement là, du coup, sur orchid.org et je vais me connecter pour vous montrer finalement comment alimenter votre profil Orchid. Donc voilà, là, ce qu'on voit apparaître, c'est important à comprendre, c'est finalement le profil tel que vous le voyez vous, de manière à pouvoir le paramétrer. Mais si vous voulez voir le document public, vous pouvez cliquer ici et voilà ce qui s'affiche pour quelqu'un qui consulterait votre fiche ORCID. Voilà, à la seule différence qu'il n'aura pas le petit crayon pour modifier votre biographie. Voilà, c'est comme ça que ça s'affiche en public et puis là, c'est, l'interface de paramétrage. Donc, voyez votre identifiant ORCID ID est ici. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde d'abord sur la gauche comment paramétrer et que renseigner dans ces petites rubriques. Donc là, vous voyez, vous avez email et domaine, donc vous pouvez renseigner différentes adresses mail et là, c'est très important et ça va être la même chose pour, heu, toutes les rubriques finalement, tous les items qui seront renseignés dans votre profil ORCID, vous pouvez paramétrer la visibilité de chaque élément. Donc public, c'est visible de tout le monde.
Donc, c'est en ligne sur internet au sens large. Partie de confiance, donc c'est réservé aux organismes ou aux personnes que vous avez désignées comme étant, partie de confiance et privé, ça sera, visible de vous seul. Donc, par exemple, typiquement, j'ai mis mon adresse institutionnelle publique et puis bon, j'ai renseigné mon adresse privée, mais du coup, voilà, elle est invisible, sur internet. Vous avez la possibilité d'avoir une vérification, une certification de votre domaine email. Ça vous sera proposé par Orchid et cette certification, vous pouvez du coup l'afficher comme public. C'est une marque de confiance supplémentaire. Ici, vous paramétrez le mail sur lequel vous souhaitez ou non recevoir les notifications d'Orchid. Donc, les notifications, c'est finalement, les interventions qui ont été faites sur votre compte par, des parties de confiance, on va le voir plus tard et voilà. Les sites internet et liens sociaux, donc là, n'hésitez pas à renseigner cette rubrique. Vous pouvez tout à fait, par exemple, renseigner, finalement mettre, le lien vers votre CVAL. Donc là, c'est ce qui va s'afficher. Là, c'est le lien, l'adresse URL. Donc vous pouvez aussi, par exemple, renseigner le lien vers votre page de chercheur, la page, de votre laboratoire ou aussi si vous avez un site internet, personnel qui est dédié à vos recherches, n'hésitez pas à le renseigner. Voilà, vous pouvez, renseigner, le lien vers d'autres profils. Donc on a parlé tout à l'heure de l'identifiant IDREF. C'est possible, du coup de l'afficher aussi. Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage grâce à cette icône de poignée et puis à chaque fois vous pouvez, paramétrer la visibilité et décider de supprimer si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est important pour qu'on puisse faire des rebonds vers vos, autres profils. Cette rubrique, en fait, elle va s'alimenter automatiquement à partir du moment où vous avez utilisé Orchid pour, finalement vous interconnecter avec, d'autres bases de données bibliométriques. En l'occurrence ici, c'est le Web of Science qui, du coup a, renseigné, le Researcher ID automatiquement parce que je me suis connectée au Web of Science avec, mon identifiant Orchid et que j'ai autorisé, du coup le Web of Science à alimenter, mon profil Orchid. Donc ça, c'est pas vous qui renseignez, ça se fait automatiquement. Les mots-clés, bah, n'hésitez pas ici de la même manière, hein, finalement à renseigner vos thématiques de recherche. Le pays, vous pouvez évidemment en mettre plusieurs si vous partez, souvent en mission à l'étranger, par exemple. On va regarder ce qui s'affiche ici, qui est vraiment très important. C'est la manière dont vous allez apparaître sur le profil Orchid, mais aussi, dont vous pouvez apparaître sur les publications. Donc ça peut se paramétrer ici. Donc là, c'est ce qui est utilisé par défaut, dans votre profil, et votre dossier Orchid, hein, c'est comme c'est expliqué. Mais vous pouvez aussi renseigner ici votre nom publié, si vous avez des variantes de votre nom ou éventuellement, si finalement c'est, l'initiale de votre prénom et votre nom qui est plus souvent utilisé sur vos publications. Qui peut voir vos noms? Alors là, il faut évidemment le paramétrer en public parce que je vous le dis, c'est important, ça paraît bête comme ça, mais il y a beaucoup de chercheurs qui se sont créés un Orchid ID, mais qui ont masqué leur nom, donc on n'a aucun moyen de vérifier que c'est bien le leur. Voilà et puis ici, vous pouvez rajouter des variantes, de noms, donc les autres noms sous lesquels vous pouvez être, connu, par exemple, votre nom de jeune fille éventuellement. Donc n'hésitez pas, hein, à remplir ces différentes rubriques, c'est important et à tout paramétrer en public. Ici, vous pouvez faire une courte biographie, pardon. C'est important aussi, hein, ça permet de voir qu'il s'agit bien, de la personne qu'on cherche et qu'il n'y a pas de confusion avec un homonyme. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment remplir les différentes rubriques, qui sont là. Donc on va commencer par la rubrique, emploi. La rubrique emploi, c'est assez classique, hein. Tout va d'ailleurs, quelle que soit la rubrique, ça va s'alimenter à partir de, ce petit bouton ajouter et souvent vous aurez différentes options derrière. Donc pour emploi, tout simplement, vous pouvez ajouter, l'organisme, dans lequel vous êtes employé, actuellement, par exemple l'université de Montpellier. Voilà.
Donc vous tapez Université de Montpellier, la ville, vous pouvez renseigner la région, etc. Vous pouvez, par exemple, mettre en détail votre laboratoire, par exemple, votre poste, titre, et puis classiquement, hein, comme sur un CV, les dates de début, de fin de poste. Et puis si vous ne renseignez pas à la date de fin, c'est que vous êtes toujours en poste. Vous pouvez ajouter un lien vers votre, je sais pas, la description de votre rôle, par exemple. Et là, évidemment, paramétrer la visibilité. Ce qu'on vous conseille, c'est de le faire par ordre antéchronologique et vous avez la possibilité ensuite de choisir finalement l'affiliation que vous avez envie de mettre en avant. Donc tout simplement, après, sur votre profil public, ça s'affichera comme ça. Voilà. Et donc, vous allez du présent vous remontez dans le temps. De la même manière avec vos formations et qualifications, là, il s'agira simplement d'indiquer, en plus de l'organisme, les diplômes en fait que vous avez obtenus avec l'année. Donc là, c'est pareil, il y a un référentiel derrière et vous allez pouvoir détailler le titre de degré, etc. Donc c'est assez classique. Et là encore, on va renseigner ça du plus récent au plus ancien. S'agissant des demandes, pardon, des activités professionnelles, vous pouvez ajouter donc les postes d'invités ou de membres que vous avez occupés, les prix ou récompenses que vous avez reçus et les demandes de temps et de ressources que vous avez fait en faveur d'autres organisations ou d'institutions. N'hésitez pas, hein, à remplir ces rubriques parce que on le voit de plus en plus, notamment dans le cadre de la science ouverte, mais pas que. Vous êtes encouragés, en tout cas les chercheurs sont encouragés à faire vraiment des ponts sciences, société. Donc n'hésitez pas à renseigner par exemple votre appartenance à, je sais pas moi, à une association qui fait de la vulgarisation scientifique. Ce serait intéressant de l'ajouter. Des prix que vous avez, voilà, des récompenses que vous avez obtenues. Ici, s'agissant des financements, je voulais juste vous montrer qu'il est possible en fait, de faire un lien, une bascule automatique avec une base de données qui va, éventuellement détecter, des financements que vous avez, obtenus. Donc, j'irai pas plus loin dans la démo parce que je suis pas chercheuse évidemment, je n'ai pas de financement. Mais voilà, ça fait une recherche par nom, donc n'hésitez pas à activer cette, passerelle qui pourra, éventuellement retrouver des subventions. Ensuite, la rubrique travaux. Alors là, il y a différentes manières de l'alimenter. Donc, vous voyez que vous pouvez déjà la trier, hein, par titre, date, type ou source. Pour l'alimenter, vous allez pouvoir l'alimenter manuellement. Donc, là, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir sélectionner finalement le type de travaux que vous souhaitez ajouter et vous voyez que déjà à ce stade, on voit qu'il y a une typologie très très large et que à l'intérieur de chaque grande rubrique, on va avoir une liste assez importante de documents. Donc vous voyez que c'est très très large et il ne faudra pas hésiter. Voilà, si vous avez créé un site web, voilà, publié un article dans un magazine, voilà, dans une encyclopédie, voilà, vous pouvez rentrer un logiciel, un jeu de données, bref, enfin, je vous montre pas tout parce que c'est vraiment très, très exhaustif et donc n'hésitez pas donc à sélectionner le titre, le type de travail, à renseigner le titre du travail et puis ensuite les autres, détails qui s'offrent à vous et d'enregistrer à chaque fois. Après vous avez, des saisies, des modes de saisie un peu plus simples, hein. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes chercheur en biologie de santé, vous pouvez ajouter des travaux via leur identifiant PubMed, hein, le PubMed ID qui apparaît sous chaque article dans la base de données. Ça vous permettra de retrouver des métadonnées automatiquement et de la même manière avec le DOI. Donc vous savez que le DOI, c'est l'identifiant unique d'un article en ligne, mais que des DOI peuvent aussi être attribués à des jeux de données. Donc vous pouvez tout à fait ajouter des travaux de cette manière-là, tout simplement, vous voyez, en saisissant le DOI. Vous pouvez importer un ensemble de travaux via BibTeX et par exemple, vous pouvez exporter vos articles depuis votre profil Google Scholar en format BibTeX et ensuite l'importer dans Orchid. Et puis de la même manière avec Zotero par exemple.
Et là, ce qu'on voulait vous montrer de manière un peu plus dans le détail finalement, c'est comment importer des travaux d'autres services parce que il y a des on vous l'a dit, hein, ORCID, c'est interopérable avec de nombreuses autres bases de données et en fait, cette interopérabilité, elle va se développer au fur et à mesure. Donc, vous pourrez, mettre en action finalement, et autoriser des bases de données à se connecter à votre profil ORCID et à l'alimenter. Donc, il y a certainement des bases de données que vous reconnaissez ici. Scopus, voilà, qui est la base, bibliographique d'Elsevier, par exemple, Web of Science, voilà. The Lens qui permet de retrouver, par exemple, des brevets, de recherche et nous, on voulait insister plus particulièrement sur Crossref Metadata Search. Pourquoi? Parce que Crossref, c'est, le système qu'utilisent les éditeurs pour déclarer des DOI et donc, je vous le disais, chaque fois que vous soumettez un article en, donnant votre, ORCID ID à l'éditeur, finalement, cet article pourra ensuite apparaître sur votre profil grâce à l'interconnexion avec, le système Crossref. Donc là, n'hésitez pas à cliquer sur «Se connecter» et ensuite à poursuivre, finalement les démarches qui vous sont, proposées. De la même manière, il sera possible d'interconnecter, votre profil ORCID avec HAL et d'exporter tous les travaux qui sont signalés dans HAL vous concernant et idéalement rattachés à votre idéal, pour les importer vers ORCID. Alors, important à noter, l'inverse n'est pas possible. Vous ne pouvez pas exporter de ORCID vers HAL, c'est dommage. Peut-être que ça sera possible un jour, on espère que ça le sera, le plus rapidement possible pour vous faire gagner du temps, mais pour l'instant, c'est pas possible. Je vais juste vous montrer comment ça se présente en fait, quand vous vous connectez à HAL, il faut autoriser l'accès, préciser qu'on n'est pas un robot, en rafraîchissant la page. Et là, en fait, vous voyez, bon, j'ai pas beaucoup publié, donc, mais vous avez 3 résultats me concernant. Et là, on voit très bien dans la barre de recherche que HAL a lancé une requête sur mon nom et prénom et sur un identifiant numérique qui correspond à mon idéal. Et donc, ça, c'est tous les travaux qui sont actuellement rattachés à mon idéal. On voit que, voilà, ORCID a détecté que, cette première référence était déjà présente sur ORCID, donc je ne vais pas avoir besoin de la, réinjecter, dans mon profil. Mais par exemple, je peux très bien sélectionner les 2 autres travaux et ensuite faire envoyer sur ORCID et puis évidemment, il est possible de faire la même chose individuellement, toujours avec les 3 petits points, envoyer sur ORCID. Il y a aussi la possibilité, quand c'est déjà, sur ORCID, de le mettre à jour si, par exemple, entre-temps, le texte intégral a été ajouté. Vous pouvez tout à fait mettre à jour sur ORCID. Donc là, je vais, envoyer sur ORCID. Alors parfois ça met un petit peu de temps. Voilà et on va voir donc, je suis dans la rubrique travaux. Donc il y a alors qu'il est contenait, 5 travaux. Je rafraîchis la page et on voit que voilà, il y a 2 travaux supplémentaires qui ont été injectés et on peut voir d'ailleurs, la source à chaque fois. Donc, n'hésitez pas, à utiliser les options, hein, qui s'affichent, vous pouvez tout à fait, du coup, effectivement trier les travaux, vous pouvez, éventuellement, voilà, enfin vous pouvez, les fusionner si besoin. Ici, pardon, quand on retourne sur l'interface, du coup paramétrable, son interface, on peut sélectionner des travaux, les fusionner si besoin parce qu'effectivement, parfois il y a des choses qui se recoupent. Normalement, s'il y a un identifiant commun, ça doit se dédoublonner automatiquement. Si c'est pas le cas, vous pouvez, regrouper les travaux sélectionnés et sélectionner la source préférée. Voilà, vous pouvez supprimer des travaux, enfin toute façon, tout ce que vous faites, vous pouvez toujours revenir en arrière et c'est plutôt rassurant et on va terminer par, ce qui se cache ici, sous votre nom.
Donc vous avez ici la boîte de réception des notifications. Donc ce que vous avez autorisé, en fait, les parties de confiance vont vous envoyer un mail, hein. Donc là, typiquement, moi, je vais recevoir des mails de Hal parce que Hal vient de mettre à jour mon profil Orchid. Vous avez ici les paramètres du compte, donc la fréquence des emails de notification, la langue, la visibilité. Donc par défaut, vous pouvez dire que chaque nouvel élément rajouté à votre profil Orchid sera public. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Ici, les éléments de sécurité. Vous pouvez télécharger vos données Orchid, désactiver votre compte, supprimer un enregistrement en double à condition d'avoir encore accès et de voir le mot de passe du premier enregistrement. Et ça, ce sont des options intéressantes en termes de communication. Vous pouvez afficher votre Orchid ID sur le web. Donc, vous voyez ici un petit code source que vous pouvez copier-coller de manière ensuite à l'insérer dans une page web pour qu'on puisse cliquer, rebondir sur votre profil Orchid. Et de la même manière, vous avez recevoir un QR code pour votre identifiant Orchid. Donc ce QR code, vous pouvez tout à fait l'insérer par exemple dans un poster de présentation, dans une conférence, de manière à ce qu'on puisse rebondir sur votre profil. Euh, voilà, donc les parties de confiance s'affichent ici. Donc c'est tous les organismes que vous avez autorisés à intervenir sur votre compte, que vous, évidemment, vous pouvez révoquer l'accès à tout moment, et puis à chaque fois revenir en arrière, réaccorder l'accès si vous le souhaitez. Euh, il est possible d'accorder l'autorisation, je vous le disais, à une personne physique d'intervenir sur votre compte. La condition sine qua non, c'est qu'elle ait un identifiant Orchid. Donc ma collègue Laurence peut modifier mon compte, peut l'enrichir, peut supprimer certains éléments. Comme je vous le disais, par contre, elle ne peut pas supprimer mon compte. Voilà. Et puis là, d'ailleurs, on peut voir les utilisateurs qui font confiance en retour. Voilà, je vais principalement finalement vous montrer ça. Il y a les outils du développeur, mais qui sont quand même là pour le coup un peu plus poussés. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez aller voir un peu plus avant. Et je voulais juste vous montrer en fait des profils de chercheurs, du coup un peu plus riches que le mien, qui peuvent afficher des évaluations par les pairs, hein. Et ces évaluations, elles vont être de la même manière, elles vont s'afficher souvent automatiquement parce que le chercheur aura donné son ORCID ID à des éditeurs lors du processus justement d'évaluation. Donc, vous voyez, il y a des rebonds qui sont mis aussi sur d'autres profils. Voilà, vous pouvez mettre tout à fait un lien vers votre GitHub, par exemple, votre Scopus ou Author ID. Ce que je voulais, finalement, on a terminé la démonstration. Donc, Juste, Mélanie, oui, est-ce que tu peux juste montrer comment tu mets tes travaux en avant? oui, tout à fait. Merci pour ce rappel. Alors, du coup, on rebascule sur le dossier Orchid. Et tout à fait, pardon, j'ai oublié cette manip. Du coup, non. Alors, c'est il faut en fait, voilà, pardon, je ne le retrouvais pas. Donc c'est ce gros bandeau jaune, vous voyez? Et là, vous cliquez sur Gérer et en fait, à savoir que, il s'agit quand même au préalable de renseigner, la rubrique travaux, donc par les différentes manières, que je vous ai montrées. Et puis ensuite, vous pouvez cliquer sur Gérer et puis là, vous allez chercher, tout simplement, soit par son DOI, soit, par, alors, c'est sensible à la casse visiblement. Euh, Vous allez chercher les travaux que, voilà, et que vous pouvez décider du coup de mettre en avant. Je crois que vous pouvez mettre jusqu'à 5 travaux en avant et vous enregistrez les modifications. Donc ça s'affiche comme ça dans son interface personnelle. Et après, du coup, si je rafraîchis, chaque fois vous scrollez un peu, mais vous voyez que ça se met en fait avant finalement le reste de la rubrique travaux. Voilà, merci pour le rappel, Laurence. Alors, on voulait vous rappeler du coup où trouver nos prochains webinaires.
Ils sont donc affichés sur notre site. Le prochain aura lieu le 19 mai et sera consacré à la nouvelle fonctionnalité pour décrire la gestion des codes et logiciels dans DMP ou PIDOR et celui du 26 mai, l'archivage des données de recherche. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter, via notre, formulaire, notre guichet science ouverte. Du coup, d'ailleurs, là, Laurence va vous envoyer le lien, dans le chat et sachez que, il y a une rubrique dédiée à Orchid que vous pouvez sélectionner, avant de nous écrire justement. N'hésitez pas à nous contacter via ce guichet et je vous propose de, stopper, l'enregistrement de manière à prendre vos questions si vous en avez.